Bonjour et bienvenue dans le garage. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai restauré ma combinée à bois, mécaniquement, cette fois-ci, électriquement plus tard. Avant ça, je voulais d'abord m'excuser pour la qualité des vidéos, parce qu'à l'époque où je les ai tournées, eh ben, l'éclairage du garage n'était pas le même, hein, il était beaucoup moins performant. Et on a parfois l'impression que c'est filmé à la lampe torche. Parce qu'en fait, bon, moi j'ai du temps libre le soir, là pour le coup il est 22h30. À l'heure où je tourne ces images. Et donc évidemment, il fait nuit, d'autant plus qu'on est l'hiver maintenant. Et donc voilà. Donc pour me faire pardonner, j'ai investi dans un micro, comme ça, à défaut d'avoir de belles images tout le temps, au moins vous aurez un bon son et le montage sera peut-être plus agréable à visionner. Voilà, sur ce, trêve de bavardage, je vous propose de voir du coup comment j'ai restauré mécaniquement cette belle machine. Ça vous permettra de voir un peu mieux les entrailles de la bête. Allez, bon visionnage! Alors, j'ai commencé par nettoyer les tables. Les tables sont en fonte, et la fonte c'est bien pour une machine à bois. Ça permet d'avoir quelque chose de massif, de solide et de stable, et donc d'avoir des réglages qui se tiennent, et de ne pas se déformer avec, par exemple, en posant un bout de planche assez lourd. Mais bon, ça rouille. Donc pour supprimer la rouille, j'ai choisi de poncer les tables à la ponceuse excentrique. Pas de ponceuse à ruban, c'est trop violent. Pas de ponceuse vibrante parce que j'en ai pas. La ponceuse excentrique, c'est ce que j'avais, je pense, de moins agressif. Parce qu'en fait, les tables en fonte sont rectifiées. Il s'agit de ne pas les creuser en ponçant trop fort. Donc pour réunir toutes les chances de mon côté, j'ai monté sur la ponceuse une semelle souple. Pour éviter de marquer les tables, j'ai choisi un grain fin, 120, 140, en utilisant si possible des disques déjà utilisés, pas trop abîmés, pour éviter de faire des rayures. Réglage de la ponceuse à mi-puissance, et on prend son temps. On promène la ponceuse sans appuyer dessus, en fait, on caresse les tables. Alors, poncer de la rouille, ça va très vite, c'est efficace. Par contre, évidemment, ça dégage de la poussière, c'est salissant. Donc j'utilise des gants, et surtout un masque qui me permet de ne pas avoir à respirer cette odeur de fer que je trouve désagréable et qui est probablement pas très bonne pour la santé. Donc petit à petit, morceau par morceau, je ponce la table un petit peu. Vous voyez, là, la table est plutôt propre. Si on compare avec un emplacement, vous voyez le rouleau là qui est rouillé, on le voit encore, toute la machine était dans cet état avant. On voit bien la différence entre avant et après. Donc c'est assez sympa, ça va globalement assez vite. Je dis assez vite parce qu'il faut quand même prendre son temps, et assez vite c'est relatif. J'y ai passé peut-être 2 heures moi à poncer ces tables, petit à petit. Ensuite, je suis passé à une cale à poncer. Dure pour tester, sans trop de succès. C'est pas très efficace, et en plus, bon, la cale est assez petite pour mes grosses mains. Je suis alors passé à une cale à poncer à semelle souple, encore une fois, semelle souple. Elle a l'avantage d'avoir une bonne prise en main avec une bonne poignée, ce qui est appréciable quand on s'en sert longtemps, parce que après 2 heures de ponçage électrique, on a les mains fatiguées, hein. Et pour le coup, le fait d'avoir une semelle souple, encore une fois, ça permet d'appuyer sans être trop subtil, ce que je ne suis pas trop après 2 heures de vibration dans les pattes. Voilà, après ça, un petit coup de chiffon pour supprimer les résidus de rouille, et on voit une nette différence. Les tables ont retrouvé une nouvelle jeunesse. Pour nourrir la fonte, hors caméra j'ai fait ça entre guillemets, et pour nourrir la fonte entre guillemets, et pour protéger les tables de l'humidité, pour éviter que ça rerouille, on peut utiliser de l'huile ou du lubrifiant. Il vaut mieux éviter d'utiliser les produits à base de silicone. Le silicone reste sur le bois et c'est gênant pour les finitions et pour les collages aussi. Donc on peut mettre de l'huile sur les tables, mais elle doit être supprimée avant l'utilisation au White Spirit par exemple. On peut utiliser aussi du gasoil, ça sent pas bon, et lui aussi il faut supprimer à l'acétone. Donc c'est pratique pour un hivernage, mais bon, je recommande pas. Il y a d'autres solutions, certains mettent des copeaux ou de la sueur sur les tables. Moi, pour ma part, j'utilise du Silverglate. Le Silverglate, c'est un
produit qui sert à faire glisser le bois sur les tables des machines. Il est prévu pour ça, donc il n'y a pas de problème de finition avec ce produit, il n'y a pas besoin de le supprimer. Et il est très efficace. Pour l'anecdote, j'ai testé de monter sur les tables lubrifiées en chaussettes, et j'ai failli me casser la figure parce que je m'attendais pas à ce que ça glisse autant. Le produit a une base, je ne saurais pas dire, ça sent un petit peu l'hydrocarbure. Une fois que c'est sec, ça sent plus rien, mais il y a une espèce de graphite dedans, je pense. Et quand il est sec, franchement, c'est très glissant. C'est assez efficace. C'est pas aussi pratique que le glisse-bois, par exemple, qui se vaporise en spray et qu'on peut utiliser tout de suite après. Moi, je prends un petit bout de chiffon, je passe du Silverglate, et j'attends un petit peu que ce soit bien sec, qu'il n'y ait pas de résidus sur les tables avant de les réutiliser. Je sais pas si c'est indispensable, mais c'est comme ça que je fais. Laissez-moi des commentaires, les gens expérimentés, s'il vous plaît, pour me dire si c'est bien ce que je dois faire, ce que je fais que je dois faire, ou s'il faut que je revoie mes méthodes, ça m'intéresse. Après tout, les réseaux sociaux, ça sert aussi à ça. Moi, je suis pas seulement là pour vous montrer ce que je sais faire, je suis aussi là pour apprendre et pour passer un moment avec vous. Donc, donnez-moi votre avis sur la façon dont vous protégez vos tables de combiner, si vous le faites, si vous avez la chance d'en avoir une, et, si vous avez une expérience plutôt concluante, moi je suis preneur, parce que d'expérience j'en ai très peu. Voilà, après la séance peeling de la belle, je me suis penché sur son entretien. Pour ça, je me suis fié au manuel, puisque j'ai la chance de l'avoir. J'ai parlé du manuel déjà dans une vidéo précédente, je vous la mets là-haut dans le i en haut à droite. Donc il y a tout un chapitre qui est dédié à l'entretien. Bon, il est court, hein, c'est l'avantage de ce genre de machine semi-professionnelle et puis surtout ce genre de machine rustique. Globalement, il faut nettoyer, puis graisser ou huiler. C'est tout. L'ensemble des paliers des arbres Lego toupies ici sont équipés de roulements étanches qui ne nécessitent pas d'entretien. C'est pratique, c'est dans le manuel de la machine. Ça m'arrange bien parce que je suis pas un spécialiste de la mécanique. Et démonter des roulements, c'est pas simple, il faut un petit peu de matériel et un peu de technique pour pas tout casser. Et moi j'ai ni l'un ni l'autre, donc pour l'instant les roulements vont bien, ils frottent pas, ils grattent pas, c'est parfait pourvu que ça dure. Donc j'ai commencé par inspecter la scie, aucun problème, le mécanisme d'inclinaison et de montée et descente de la lame fonctionne bien. Je les nettoie au pétrole et je les graisse. C'est si vite fait que j'ai oublié de le filmer, désolé. Donc le carter de lame est propre, il n'y a pas d'obstruction, pas de copeaux ni de bout de bois dedans. Donc je dérouille juste le levier de montée-descente et inclinaison de la lame, c'est le même en fait, et c'en est terminé pour la partie 6, c'est rapide. Ensuite, j'ai démonté le bloc toupie pour le nettoyer. Ce bloc est vissé sous la table, dans le puits de toupie. Il est lourd, bien sûr, il faut faire attention à ses doigts pour ne pas l'abîmer quand on le détache. Avant de le détacher, j'ai mis des cales de bois sous le bloc pour le protéger. Ce bloc est constitué d'un moteur qui entraîne 3 poulies de diamètre différents. Ces poulies entraînent une courroie qui elle-même entraîne 3 autres poulies solidaires de l'arbre de la toupie. Le moteur n'a pas de vitesse variable, et en déplaçant la courroie, en choisissant les poulies, donc, on choisit une vitesse de rotation de l'axe de toupie. C'est exactement le même principe qu'une perceuse à colonne. Pour monter ou descendre l'arbre de la toupie, il y a une manivelle qui entraîne une crémaillère usinée directement sur le support de l'arbre de la toupie. Il y a aussi une vis qui permet de bloquer la hauteur de l'arbre de la toupie. En termes d'entretien, il faut nettoyer le fût de toupie au pétrole et le huiler, c'est tout. La crémaillère est bien encrassée, la sciure aime bien ce coin-là. J'ai dû utiliser un tournevis plat pour supprimer le mélange sciure-graisse avant d'utiliser des chiffons imbibés de pétrole pour dissoudre le lubrifiant qui, avec le temps, s'est changé en une croûte sèche pas facile à enlever. Je n'utilise surtout pas d'abrasif ici, le jeu entre le cylindre et le fût est déterminé par l'usinage de ces deux pièces. Donc ici, il faut du pétrole, des chiffons et de la patience.
En revanche, pour l'axe de la manivelle, on peut poncer pour enlever la rouille. J'avais démonté la manivelle pour permettre le démontage du bloc toupie, je l'ai remonté temporairement pour déplacer le fût et nettoyer le cylindre sur le maximum de sa longueur. Pour remettre en place le bloc toupie, j'ai redémonté la manivelle, puis j'ai utilisé des cales de bois pour élever petit à petit le bloc toupie dans son emplacement jusqu'à quelques millimètres sous sa place finale. J'ai ensuite utilisé les vis de fixation pour finir de lever le bloc toupie et je l'ai fixé en place. Pour une bonne géométrie de l'arbre de toupie par rapport à la table, il faut un serrage des vis homogène. Pour ça, on visse sans serrer, puis on termine en vissant en croix. C'est-à-dire en vissant une vis en bas par exemple, puis celle en face, en haut, puis celle de gauche et enfin celle de droite, comme une croix. J'ai pas de clé dynamométrique, j'ai essayé de serrer les vis également avec le même serrage au feeling. Une fois fait, j'ai vérifié les perpendicularités de l'arbre de toupie avec la table, tout autour de l'arbre. Tout est nickel, parfaitement d'équerre, ça fait plaisir. Si ça n'avait pas été le cas, j'aurais dû utiliser des cales entre le bloc toupie et le puits de la toupie, mais grâce à l'usinage parfait du fût et du puits de toupie, et le fait que ce soit des produits en acier, enfin en métal massif, je me passe de cette étape fastidieuse, c'est pas dommage. Un petit coup de brosse métallique sur la vis de blocage de montée-descente du toupie, qui a bien pris la rouille, et il ne reste plus qu'à la remonter, et à remonter aussi la manivelle. Terminé pour la toupie, on passe à la rabot d'égo. Perfection. Pour la rabot d'égo, le plus gros effet puisque les tables sont déjà nettoyées. La table de rabotage qui se trouve sous le rouleau porte-fer, celle-ci je l'ai nettoyée en off. C'est le même principe que les tables de scie et de dégauchisseuse, donc ça n'a pas intérêt à ce que je vous le montre encore une fois. J'ai dérouillé le rouleau porte-fer avec de l'abrasif. Ici c'est pas un problème, il n'y a pas de notion de jeu. Le rouleau porte-fer sert juste à porter les fers. Il n'y aura pas de problème d'équilibrage si j'y passe un petit coup de toile émail. Donc il reste à dérouiller le rouleau cranté d'entraînement des bois en amont des fers, donc là brosse métallique pour l'essentiel, et un petit peu de toile émery pour les extrémités. Le rouleau lisse qui se trouve en aval est sous un carter que je n'ai pas démonté, je l'ai laissé en l'état. Et pour finir, sous la table de scie et de toupie se trouve toute la pignonnerie qui permet à la fois de faire tourner le rouleau porte-fer rapidement, et les rouleaux entraîneurs lentement mais avec du couple. Donc tout ça c'est entraîné par un moteur via une courroie qui se trouve sous un carter de protection. Il y a tout un système de pignons pour démultiplier les vitesses des entraîneurs par rapport à la vitesse du porte-fer. Donc c'est pas super accessible, du coup j'ai pas pu, je suis désolé, j'ai pas pu filmer tout ça. Et déjà, rien que pour le nettoyer, c'était long et physiquement difficile, parce qu'en fait, il faut faire un peu de muscu, un petit peu, pour se contorsionner sous la machine, c'est vraiment pas des positions ergonomiques. Il faut nettoyer la chaîne qui se trouve là, au pétrole, avant de la graisser, centimètre après centimètre, et pour la faire avancer, il faut faire tourner le rouleau porte-fer. Donc, on nettoie un petit bout, on sort, on fait le tour de la machine, on fait tourner le rouleau porte-fer, pour faire avancer la chaîne de quelques centimètres, on se saucissonne dedans, on nettoie encore, etc., etc. Plein d'allers-retours. C'est pas compliqué, mais ça coûte une soirée quand même. Voilà, pour finir, un dérouillage à la brosse métallique des accessoires qui ont pris la rouille, un lavage au produit vaisselle des accessoires et de la combinée, hormis les parties en fonte, et la machine est comme neuve quasiment. Voilà. C'est tout pour la partie mécanique, il n'y a rien de compliqué, mais c'est fastidieux. Si vous voulez savoir comment j'ai converti la machine du 380 triphasé au 220 monophasé, ça sera le sujet de la prochaine vidéo.
Donc je vous suggère de vous abonner et surtout de cocher la cloche de notification pour être averti de la sortie des prochaines vidéos si la suite de mes aventures vous intéresse. Si ça vous a plu, donc partagez la vidéo sur vos réseaux, faites-le moi savoir s'il vous plaît par un commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Si ça vous a pas plu, commentez quand même, j'ai très envie d'avoir vos retours. Voilà. Allez, à la prochaine!